toutes et à tous. On est ravis de se retrouver avec vous pour cette table ronde sur le rôle des entreprises en matière de sobriété et comment elles peuvent et elles doivent accompagner les consommateurs en matière de sobriété désirable. Alors c'est un sujet qui n'allait pas de soi il y a quelques années, en tout cas qui était rarement associé, la sobriété, au sujet de la responsabilité de l'entreprise, au rôle de l'entreprise. Si on définit en fait ce mot et qu'on reprend un peu ce que dit le GIEC sur le sujet, c'est un ensemble à la fois de politiques publiques et de pratiques individuelles qui évitent en amont la demande en ressources naturelles, en énergie, en eau, en matériaux et en sol, tout en garantissant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Alors il y a beaucoup de choses dans cette définition, on y reviendra. La sobriété, ce n'est pas une notion récente. Pour autant, ça connaît une actualité particulière depuis un peu plus d'un an. L'organisation que je représente, le Comité 21, a travaillé sur ce sujet, a même publié une note qui s'appelle « La sobriété, fil vert de la transformation », avec peut-être trois éléments. L'intérêt de cette notion est qu'elle permet de dépasser l'opposition un peu classique, en tout cas qui polarise entre croissance et décroissance, et en tout cas qui situe le débat uniquement dans la sphère économique. C'est une notion intéressante parce qu'elle permet à la fois de traiter et d'aborder les comportements individuels et qui a aussi une dimension collective, donc ça, elle est hyper intéressante. Et c'est aussi une notion qui a en fait le potentiel de faire consensus. C'est une notion qui peut fédérer, inspirer des nouvelles pratiques à condition de prendre quelques précautions. Évidemment, la sobriété, elle peut être subie pour certains qui sont par exemple en précarité énergétique. Et du coup, il ne s'agit pas de demander à certains qui subissent la sobriété de faire des efforts. Donc c'est une précaution qu'il faut prendre avant toute chose quand qu'on parle du sujet. Comme toute idée qui a le potentiel de faire consensus, c'est aussi une invitation à aller voir de plus près ce que les acteurs en attendent, comment ils l'aperçoivent et comment ils agissent. L'enjeu, c'est d'avoir une vision partagée de cette notion de sobriété, avoir des exigences partagées autour de la sobriété pour ne pas en faire un concept creux qui serait un peu le nouveau visage du greenwashing. Alors, comment les entreprises agissent, quel peut être leur rôle en matière de sobriété, comment elles peuvent inspirer aussi des nouvelles pratiques, des nouveaux schémas, des nouveaux imaginaires. C'est le sujet qui va nous réunir aujourd'hui. Et pour cette table ronde, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine Richeboeuf, donc, qui est principale à Square Management, une agence qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de transformation, notamment digitale, et elle nous en parlera plus en détail. Stéphanie Foucard, qui est directrice connaissance, société et comportement des consommateurs à Citeo, qui a été créée par des entreprises de la grande consommation et de la distribution pour prendre en charge leur concept de responsabilité élargie de producteurs. Elle nous en dira plus dans quelques instants. Élodie Bernardi, à ma gauche, donc directrice développement durable de L'Oréal France. Estelle Vaconsin, à ma droite, donc directrice qualité, développement durable et développement de produits chez Essity, une entreprise qui fait partie d'un groupe suédois qui s'occupe de produits d'hygiène et médicaux dont les marques sont plus connues que le groupe, mais vous nous en direz un mot tout à l'heure. Et puis Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux, qui fait du conseil en communication engagée au service des entreprises et qui accompagne donc marques et entreprises. Bienvenue à tous. Pour entrer dans le sujet, je voulais d'abord vous demander à chacun, en fait, comment vous percevez le sujet de la sobriété, comment vous voyez en fait les attentes au niveau sociétal, comment ça évolue en fait le sujet de chacun de votre fenêtre. Peut-être. Je vais commencer avec Stéphanie à Citeo. Votre métier, c'est d'étudier un peu les signaux faibles, et vous me disiez aussi les signaux forts de l'évolution des comportements des consommateurs, mais à un niveau aussi sociétal. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de comment vous voyez évoluer la notion de sobriété dans la société et chez les consommateurs ? Bonjour à toutes et à tous. Alors,
On a réalisé avec l'Obsoco, un observatoire de la consommation responsable, à la sortie du premier confinement, donc en 2020, c'était la première édition, et on a refait une mesure en 2022, fin 2022. Ce qu'on voyait à la sortie du premier confinement, c'est que 6 Français sur 10 appelaient des changements radicaux en matière de production pour limiter l'impact sur l'environnement, donc appelaient à consommer moins mais mieux. Et en fait, à la mesure, dans un contexte inflationniste en 2022, on avait perdu quelques points, 5 points, mais la demande restait forte de ce changement radical. Après, vous l'avez mentionné dans votre introduction, c'est vrai qu'on est dans un contexte donc d'inflation où le coût de la vie est extrêmement élevé et où en fait les dépenses contraintes, elles sont surtout sur ce sur quoi on ne peut pas rogner, c'est-à-dire le logement, l'énergie, les transports. Et donc, il y a des pratiques qui vont se développer pour retrouver un peu de la marge de manœuvre. Donc voilà, cette sobriété, elle est contrainte, elle n'est pas choisie, elle est subie par les consommateurs. En tout cas, 62% nous disent « moi, je dois faire des arbitrages et à la fin du mois, si je ne les fais pas, eh bien, je me retrouve à découvert ou même en incapacité de pouvoir voilà, assurer les dépenses quotidiennes ». Et ça amène effectivement à essayer de développer d'autres pratiques de consommation. Donc on a vu tout l'essor de la seconde vie, par exemple, qui est né de ça. Mais, et c'est peut-être le point qu'il faut retenir, pour autant, ce n'est pas, comment dire, c'est une orientation différente de la consommation, mais ce n'est pas une déconsommation. Et dans cet observatoire, cette année, on a défini une typologie des consommateurs. On voit apparaître 16% de consommateurs qui sont en fait des consuméristes verts, qui effectivement, au niveau sociétal, vont porter souvent dans les médias, et notamment les médias sociaux, une parole vers un mieux consommer, un consommer différent. Mais ça ne change pas en fait la norme d'une consommation qui façonne et dessine toute notre vie. Le problème est bien là, de toute façon, pour les consommateurs comme pour les entreprises, c'est que nous sommes obligés d'économiser les ressources parce que nous ne pouvons plus fonctionner, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Ça vaut aussi pour les entreprises. Mais on ne sort pas effectivement d'une société de consommation et donc on ne répond pas à l'exigence de sobriété telle que le 6e rapport du GIEC l'indique. Merci Stéphanie. Alors je vais me tourner vers Élodie. On a vu sobriété subie. Question de peut-être sur plus le versant de la sobriété choisie. Vous, à L'Oréal, alors je ne présente pas L'Oréal, comment vous voyez l'évolution de la demande des consommateurs et comment vous l'accompagnez ? Alors, on peut peut-être juste rappeler, parce que c'est vrai que tout le monde connaît L'Oréal, mais L'Oréal, c'est 51 marques qui agissent sur les 4 grands circuits de la beauté. Et vous avez des marques de grande consommation telles que Garnier, L'Oréal Paris. On opère aussi sur le luxe, avec des marques comme Armani, Lancôme, Saint-Laurent. On a aussi des marques de dermocosmétiques en pharmacie, La Roche-Posay, Vichy, par exemple. Et puis, enfin, on opère aussi auprès des coiffeurs avec des marques de l'univers professionnel comme L'Oréal Professionnel ou Kérastase. Voilà, juste pour replanter un peu le décor, parce que parfois, c'est un peu flou, L'Oréal. Alors oui, sur ce sujet de la sobriété, pour rebondir un peu sur ce que disait Stéphanie, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un concept qui est assez nouveau, hein, ce concept de sobriété dans la tête des consommateurs, qu'il aborde effectivement du point de vue de l'arbitrage économique, lié effectivement à l'inflation qu'on connaît. C'est aussi une notion qui est apparue l'année dernière, quand on a commencé à parler sobriété énergétique, quand il a fallu que tout le monde se serre un peu la ceinture et que toutes les entreprises soient un peu sorties du bois avec des engagements très précis sur ce que voulait dire sobriété énergétique dans nos entreprises et puis aussi les efforts qu'on demandait à nos collaborateurs. Donc le citoyen a commencé à comprendre un peu cette notion-là. Nous, chez L'Oréal, tout notre programme de transformation qu'on a appelé L'Oréal pour le futur, qui nous engage jusqu'à 2030, est basé sur le principe des limites planétaires. Donc on est vraiment complètement aligné avec cette philosophie du GIEC. Et le principe des limites planétaires et ce principe d'opérer dans un monde aux ressources finies, effectivement, impacte directement notre modèle d'entreprise. Parce que demain, la rareté en eau impacte directement une entreprise qui vend beaucoup de produits qui se rincent, de fait. Parce que la rareté, ou en tout cas la disparition de la biodiversité, impacte directement nos politiques de sourcing. Donc effectivement, c'est exactement dans cette philosophie que nous, on opère. Et donc effectivement, cette demande de sobriété, on l'accompagne par tout ce projet de transformation. Donc derrière le programme L'Oréal pour le futur, il y a 26 grands engagements sur 4 grands piliers.
décarboner notre activité, sortir des ressources non renouvelables, avoir un usage raisonné de l'eau dans nos procédés de fabrication, mais aussi dans les produits qu'on va proposer aux consommateurs. Et enfin, la régénération des écosystèmes, et ça c'est fortement corrélé à nos politiques de sourcing. Donc voilà un peu pour comment je planterai le décor. Et après, dans les attentes des consommateurs, et là je rebondis aussi sur ce que disait Stéphanie, bah, c'est toujours les mêmes, quoi. Il y a les 10% des consommateurs qui vont être un peu des early adopters et qui vont effectivement se diriger très volontiers vers des produits éco-conçus. Et je pourrais peut-être revenir un petit peu après sur effectivement comment on repense notre offre. Mais c'est vrai que faire changer des habitudes de consommation, ça prend des années, voire des dizaines d'années. Merci Elodie. Je vais me tourner vers Ludivine et Thomas qui accompagnez-vous les entreprises. Est-ce que, Ludivine, les entreprises qui viennent vous voir, qui demandent un accompagnement à Square Management, ont une demande en matière d'accompagnement? Est-ce que ça fait partie un peu des cahiers des charges, des demandes des entreprises? Comment vous voyez l'évolution à ce sujet? Alors nous, vous m'entendez? Nous, Square Management, on a un cabinet qui est multisectoriel, qui est un cabinet de conseil en stratégie et organisation. Donc, on accompagne nos clients sur tout un tas de demandes qui ne sont pas nécessairement des demandes de sobriété ou de développement durable. Donc, on voit apparaître, effectivement, on voit émerger cette demande sur, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc on est multisectoriel, on voit apparaître ces signaux faibles dans tous les secteurs d'activité. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, l'année dernière, on a publié une étude qui annonçait que c'est seulement 10% des entreprises, des ETI et des PME qui avaient prévu de modifier en fait leur modèle d'affaires pour réduire leur empreinte carbone. Ben, on se rend compte qu'en réalité, on n'y est pas complètement encore. Et quand on se pose la question vraiment des motivations, eh bien, l'une des premières motivations, elle est économique, parce qu'en fait, la crise énergétique, évidemment, elle s'impose aussi aux entreprises. Donc, la question de la sobriété, ça va être d'aller chercher aussi des économies dans toute la chaîne, questionner sa chaîne de valeur aussi, pour résoudre ces problématiques liées à l'énergie. Et puis, évidemment, il y a la réglementation qui devient de plus en plus incitative. Donc ça fait partie des demandes aussi des entreprises qu'on accompagne. Et il y a la pression des consommateurs. Alors, on voit hein, quand même, quand on regarde sur les entreprises, on dit 10%, mais en fait, c'est tout type d'entreprise qui commence à initier des démarches de sobriété. On a des entreprises fer de lance, on en voit lors de ce salon, on a Patagonia, évidemment, les entreprises qui ont inscrit en fait la notion de sobriété dans leur ADN. Et puis, on a des grands groupes qui vont questionner leur business model, qui vont initier des démarches en lien avec la sobriété et qui vont travailler sur des logiques d'économie de la fonctionnalité. Voilà, on a accompagné notamment Fnac Darty dans son programme Darty Max, où là, vraiment, Fnac Darty, son enjeu, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée et d'assurer une réparabilité de leurs produits. Et donc là, on est dans l'allongement de la durée de vie, donc dans une démarche de sobriété. On a des grands groupes comme Decathlon aussi. Decathlon, je pense que la plupart d'entre nous n'étaient soit pas nés, soit tout jeunes quand ils avaient lancé Trocathlon, les produits d'occasion. Donc ça fait partie aussi de leur modèle de se re-questionner. Et aujourd'hui, on sait que chez Decathlon, eh bien, ils ont aussi travaillé sur leur business model pour proposer de la location de matériel, de l'abonnement, des ateliers de réparation dans leur magasin. Et d'autres grands groupes. Alors moi, j'ai baigné dans les valeurs, avant d'être dans le conseil, j'ai baigné au sein du groupe La Poste, dans les valeurs du groupe La Poste, qui n'ont pas entendu les injonctions de la réglementation, les injonctions de la consommation aussi, pour se poser la question de leur modèle et pour questionner en fait leur chaîne de valeur et se poser la question de la sobriété. Donc récemment, ils ont revu leurs standards aussi pour retravailler leur impact carbone et supprimer l'avion d'une partie de leur cœur historique de métier. Merci beaucoup Ludivine. Je vais me tourner vers Thomas, un peu avec cette même question. Vous accompagnez les entreprises pour changer leur communication. Est-ce que c'est facile de parler sobriété avec les entreprises? Alors évidemment, il y a un biais. Viennent vous voir des organisations qui ont envie de bouger. Mais voilà, comment vous travaillez ce sujet de la sobriété et est-ce que vous percevez une évolution récente dans la possibilité de travailler ce sujet-là avec les entreprises?
Alors, il y a déjà énormément d'éléments de réponse qui ont été apportés. Après, sur les sujets de communication, le mot de sobriété est jamais utilisé. On a regardé l'an dernier pour une conf à ProDurable sur un peu le sujet. 4200 signatures de marque et aucune n'utilise le mot de sobriété ou l'adjectif sobre. D'ailleurs, au Québec, on parle de simplicité volontaire. Il parle pas de... Donc ça ne veut pas dire la même chose. C'est une autre approche qui est plus positive. Et en communication, évidemment, on a besoin de positif. On voit effectivement qu'il y a une demande de plus en plus forte des consommateurs. Alors, il y a une étude de Greenflex qui est un peu vieille maintenant, qui doit avoir 2 ans, qui disait que 12% des consommateurs étaient fiers de moins consommer. Il y a évidemment une attente des entreprises qui sont aujourd'hui sur une sobriété carbone, on va dire, sobriété énergétique, sobriété carbone, ce qui est un peu la même chose, mais avec une réflexion de plus en plus large sur les ressources, sur la biodive. Et enfin, on parle de biodive, on a un peu loupé avec le confinement, l'UICN, enfin le congrès de Marseille, etc. Et là, la biodive est en train d'arriver avec des super formations et tout. Et on voit clairement une accélération depuis 1 an ou 2, parce que le C3D fait un gros boulot, parce que la réglementation fait un gros boulot, parce que la CSRD arrive et tout le monde est en train de flipper en se disant comment je vais pouvoir être clean, et il y a le SBTI qui évidemment est là depuis longtemps. Donc en fait, il y a plein de pressions réglementaires, il y a une attente des consommateurs, et après dans le B2B, évidemment qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui perdent des marchés parce qu'elles n'arrivent pas à décarboner leur offre. Donc on voit qu'il y a une évolution très très forte. Après, pour parler de sobriété, moi j'ai la conviction qu'il faut proposer des nouveaux modèles. Tu parlais de Decathlon, que j'aime beaucoup, et cet après-midi, il y a Luc, qui est l'inventeur de l'offre WePlay Circular, qui intervient. Il y a toujours un lien avec l'économique, en fait. Tout le monde est content d'être sobre quand ça rapporte de l'argent. C'est pour ça que la seconde main, ça marche. C'est pour ça que Back Market, le reconditionné, Fair Space dans le mobilier, tous ces acteurs du reconditionné, il y a même maintenant des entreprises qui vendent des voitures d'occasion, qui parlent de voitures reconditionnées, c'est un peu nouveau, un peu joli. Quand low carbone rime avec low cost, ça va, on y arrive. Après, quand il faut faire des choix, c'est ça, souvent plus difficile. Alors, on peut être courageux comme Decathlon et décider de se dire on va faire une stratégie climat avec une réduction absolue de l'empreinte carbone alors que le chiffre d'affaires augmente. Maintenant, il faut proposer des nouvelles histoires, inciter les consommateurs à aller vers pas plus de sobriété parce que ça, ils n'en veulent pas. Enfin, moi, j'ai la conviction qu'il faut leur proposer des nouveaux récits, des nouvelles ambitions, s'appuyer sur des références culturelles, les embarquer vers un nouvel imaginaire. Alors, ça fait... on est quelques-uns, et par exemple... on est quelques-uns à bosser sur des sujets RSE depuis 10-15 ans. Les nouveaux imaginaires, c'est pas facile à inventer. Il y en a certains qui ont réussi à le faire. Je pense à une marque comme Jules, qui a fait une pub beaucoup sur la représentation de l'homme dans la publicité, mais qui parle aussi de sobriété, matière recyclée. Donc voilà, ça avance. Les agences de communication sont de plus en plus performantes dans ces nouveaux discours. Et du coup, les consommateurs suivent. Et ça y est, on commence à leur donner envie et, comme on dit depuis longtemps, à rendre le développement durable désirable. Merci Thomas. Alors effectivement, est-ce que la solution, c'est de ne pas parler sobriété parce que ça fait peur ou on n'en veut pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a effectivement autour de cette notion, un peu cette notion de recul, cette notion de je vais avoir moins de confort, ça peut être un peu aussi synonyme de frein au progrès. Je voulais... vous demandez, Stéphanie, la sobriété, c'est au cœur de la mission finalement de Citeo. Comment vous faites pour que ce ne soit pas perçu comme une contrainte et comme quelque chose en fait, une incitation au recul en fait? Alors peut-être, effectivement, il faut que je resitue qui est Citeo, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde dans la salle connaît cette entreprise. Si je vous dis tri et recyclage des emballages ménagers, peut-être que ça vous parle plus. Donc Citeo, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 90 par les entreprises industrielles et distributeurs pour réduire l'impact environnemental des emballages. Donc la première solution qui a été développée était le recyclage, parce qu'à l'époque, c'était celle qui effectivement était source d'innovation, de création, de développement économique pour les territoires également. Mais il y a également, bien évidemment, la réduction et le réemploi que nous poussons.
Alors, on est une entreprise à mission depuis 2020. Notre mission, c'est d'engager les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer en préservant les limites planétaires et en travaillant aussi sur la biodiversité. Et je dirais qu'en 30 ans, nous, on a travaillé sur la mise en place d'un nouveau comportement, d'un nouvel usage qui n'allait pas de soi dans les pratiques de consommation. Et si je reviens effectivement à la question, le sujet de la sobriété, si on prend vraiment la sobriété au sens non pas d'optimisation mais de réduction, pose la question de nos modes de vie et pas de nos modes de consommation en premier. C'est-à-dire que la consommation qu'on connaît aujourd'hui, cette société de consommation, elle est quand même extrêmement récente et elle a fasciné tous nos usages quotidiens. Alors revenir effectivement en arrière n'est pas souhaitable parce que le monde est ce qu'il est et en fait effectivement on peut appeler de manière radicale à déconsommer, mais on voit bien l'incapacité pour tous les acteurs et les questions que ça pose. Par contre, pour nous, Citeo, pour les entreprises qui nous accompagnent, il y a effectivement, comme vous le disiez Élodie, une réflexion sur les business models, sur les produits, sur les usages. Parce que mettre sur le marché des produits qui ne vont pas être choisis, qui ne vont pas, ou alors qui vont être mal utilisés, c'est finalement perdre en impact. Donc la question finalement des comportements des consommateurs, elle est clé dans ce passage à la sobriété. Elle impose d'abord d'arriver à comprendre comment ces comportements se développent, pourquoi on agit comme on agit aujourd'hui, et après d'essayer d'infiltrer effectivement, de faire pivoter. Mais c'est un travail de point de croix qui prend du temps et qui nous questionne aujourd'hui par rapport effectivement aux exigences réglementaires notamment qui imposent d'aller très très vite alors que le comportement c'est quelque chose qui change en une génération. Peut-être pour vous donner un exemple concret, nous travaillons avec les entreprises au développement du réemploi de manière massive. Donc le réemploi des emballages, pour ceux qui pratiquent déjà ce mode de consommation, c'est d'aller choisir un emballage effectivement qui est réemployable. Ça a des impacts dans la vie quotidienne. Ça veut dire que vous achetez un produit, vous gardez l'emballage, vous ne vous en débarrassez pas tout de suite et vous devez le rapporter. Ça implique aussi Ou le recharger. Ou le recharger, tout à fait. Il y a différentes formes de réemploi. Ça implique aussi, bien évidemment, peut-être, dans certains cas, d'avancer la somme pour la récupérer après à la déconsignation. On pourrait s'arrêter là quand on présente le réemploi, c'est-à-dire arrêter uniquement la vision sur l'acte de consommation, mais en fait, le réemploi, ça veut dire organiser différemment ses espaces de stockage à l'intérieur de son domicile. Ça signifie penser autrement aussi le transport pour aller jusqu'à l'endroit où on fait ses courses. Parce que lorsque vous faites des courses du quotidien, par exemple après le travail, vous n'avez peut-être pas le sac qui permet de stocker certains emballages. Donc ça nous impose finalement de réfléchir au-delà du magasin à l'ensemble finalement du parcours de vie de ce produit emballé et donc du parcours finalement du consommateur citoyen, de l'habitant, une réflexion sur les logements, une réflexion sur les transports. Je ne vais pas m'attarder trop parce que voilà, mais le point pour moi à retenir, c'est que la sobriété, c'est mode de consommation et surtout mode de vie. Merci. Merci Stéphanie, on voit bien que le sujet est bien plus large que l'acte de consommer et qu'il a des impacts un peu sur tous les aspects de la vie. Estelle, je voulais voir avec vous comment Essity, et peut-être présenter un peu l'entreprise, comment vous vous emparez du sujet et comment en fait sobriété peut rimer avec qualité dans votre organisation. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc oui, Essity, on est une entreprise d'hygiène et de santé. Vous connaissez peut-être pas notre nom, mais vous connaissez probablement nos marques. C'est des marques du quotidien, comme Lotus, OK, Nana, des make-up, Tena. Donc voilà, des produits d'hygiène qu'on utilise tous les jours. C'est la marque Tork aussi que vous avez trouvée dans les toilettes de la grande distribution, enfin des toilettes ici que vous allez voir dans les salons. Également les marques Jobs, le Coplast en santé. Donc voilà, c'est des produits qu'on utilise tous les jours. Et en fait, chez Essity, nous, bien sûr, on veut mettre sur le marché des produits du quotidien de qualité. Et on a besoin pour ça de travailler sur 3 axes. D'abord, comment s'approvisionner mieux
comment on arrive à produire mieux, et on revient sur les notions de richesse planétaire qu'on doit économiser, et ensuite comment on doit consommer mieux. Donc en fait, quand on parle de s'approvisionner mieux, bien sûr, pour fabriquer nos produits, on a besoin d'un certain nombre de matières. Des produits papetiers, par exemple, on utilise des fibres issues du bois. On va aller rechercher des fibres plus locales. On a essayé de fabriquer des produits papetiers, par exemple, avec des déchets de paille de blé qui sont sourcés localement autour de notre usine. Donc ça, voilà, ça veut dire que déjà les matières premières qu'on utilise aussi sont une empreinte carbone plus faible. Après, produire mieux, bien sûr que c'est le cœur aussi de notre industrie. Donc on va bien sûr économiser les ressources, on va économiser les ressources énergétiques, on va économiser les ressources en eau. Bien sûr que c'est la base même de notre métier d'industriel, de notre engagement aussi. On a parlé du SBTI, on a un engagement SBTI, on a un engagement net zéro émission à 2050. Donc voilà, tout le travail que l'on fait. Et on le fait au quotidien. Aussi, par exemple, dans une usine en France, on a réussi à ce que nos déchets soient brûlés dans l'incinérateur intercommunal à côté de l'usine. Et derrière, la vapeur est réutilisée dans notre usine afin de diminuer l'utilisation de gaz et diminuer l'empreinte CO2 du site de 20%. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qu'on fait au quotidien pour rendre notre produit finalement que le consommateur va utiliser avec une empreinte carbone plus faible. Et donc, consommer mieux, on accompagne aussi, on l'a dit, on doit accompagner le consommateur dans cette consommation plus responsable. Donc, ça va être moins de déchets. Un papier toilette sans tube, par exemple, c'est 40% de déchets en moins. Voilà, si on a ce produit du quotidien, on peut s'affranchir d'une partie des déchets. Un produit aussi du quotidien, c'est des serviettes hygiéniques. On a travaillé à la réduction de l'épaisseur des serviettes hygiéniques. On a travaillé à avoir des produits plus naturels. Et aujourd'hui, on va encore plus loin avec des serviettes lavables, réutilisables. Je reviens à ce que disait Stéphanie. C'est aussi un changement de comportement du consommateur, de passer à des objets réutilisables, lavables. Mais on accompagne avec toujours des produits de qualité. Parce que voilà, on doit aussi, nous, favoriser que les femmes ici dans la salle savent que le pire pour une serviette hygiénique, c'est des fuites. Donc voilà, on veut vraiment avoir des serviettes lavables aussi qui soient de qualité. Donc c'est un juste équilibre et un savant équilibre entre, pour la sobriété, avoir la qualité, avoir la performance. Bien sûr, d'ailleurs, c'est les investissements de l'entreprise. Et puis, bien sûr, c'est l'accompagnement du consommateur pour faire le bon choix. Merci beaucoup Estelle. Alors on voit bien la sobriété, c'est pas juste un ajustement, ça demande de un peu transformer ces modèles et avoir une réflexion bien plus large. Ludivine, je voulais voir avec vous une autre facette de ce sujet qui est la question de l'innovation. En fait, comment l'innovation peut être un levier vers la sobriété. Alors, il y a une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de France qui est sortie très récemment, là, en juin, que je vous invite à feuilleter, qui passe au crible, justement, tous les modèles d'affaires qui sont allés vers la soutenabilité et qui se posent la question de la sobriété. Et l'un des enseignements, c'est que les modèles actuels, même ceux dits soutenables, ont leurs limites, des effets rebonds qu'on n'avait pas forcément anticipés. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une étude aussi qui ouvre des perspectives sur la façon dont on peut intégrer la sobriété dans son modèle d'affaires. Donc, il y a tout un questionnement sur sa chaîne de valeur, depuis la conception des produits, l'approvisionnement, la supply chain, jusqu'à la relation client même. Et puis, évidemment, tout le cycle de réparabilité des produits. Et donc, l'autre enseignement de cette étude, c'est justement de dire qu'on a des illustrations pour chacun des maillons de sa chaîne. Je vais donner un exemple sur la conception, travailler sur la multifonctionnalité des produits et des services. Voilà, ça aussi, c'est un levier pour aller chercher de la sobriété. Travailler également sur tout ce qui est production à la demande. On commence à voir on parle de sobriété. La sobriété, parfois, c'est aussi s'astreindre à maîtriser ses volumes de production. Et donc, on commence à avoir des modèles dans certains secteurs qui peuvent nous surprendre, dans le textile, par exemple, de production à la demande. Et donc, toutes ces maillons de la chaîne de valeur posent la question de comment je vais aller chercher de la sobriété, comment je vais améliorer mon modèle d'affaires. Et c'est là où l'innovation a toute sa place, en réalité.
C'est là où l'innovation a toute sa place et permet d'aller chercher cette sobriété. Nous, on parle au sein de Square d'innovation responsable, c'est-à-dire qu'une innovation, pour qu'elle soit réellement responsable et qu'elle soit désirable, parce qu'on parle de sobriété, c'est la thématique de notre table ronde, c'est la sobriété désirable. Il faut qu'elle soit à la fois rentable, c'est-à-dire qu'elle apporte de la valeur pour l'entreprise, qu'elle soit durable, c'est-à-dire que cette innovation vive, qu'elle ne soit pas remplacée dans un rythme effréné d'innovation, et qu'elle permette justement de réduire l'empreinte carbone, qu'elle permette d'assurer la durabilité des produits, et puis qu'elle soit acceptable et au sens désirable. Et tout ça, ça nécessite vraiment, je dirais, une approche systémique, c'est-à-dire qu'il faut embarquer toutes ces parties prenantes, embarquer ses fournisseurs, ça paraît évident, ses clients, ça paraît évident, mais d'autres parties prenantes, les associations, les collectivités locales, parfois les pouvoirs publics. Vraiment, cette approche systémique, elle est indispensable aussi pour anticiper, déjà pour faire en sorte que les innovations qui sont lancées et le modèle qui est proposé soient désirables pour toutes les parties prenantes et d'anticiper les effets rebonds. Parce que j'aime beaucoup, on parle de l'usage, et la réalité, c'est qu'on doit aussi accompagner les consommateurs vers les nouveaux usages, parce que parfois, on perd tout le travail qui a été fait, notamment sur l'éco-conception, qui permet quand même d'embarquer presque 80% des impacts sur certains modèles, de réduire, de travailler sur 80% des impacts, eh bien, on peut en perdre une partie sur l'usage. Donc, il y a tout un rôle aussi de l'entreprise d'accompagner les consommateurs dans l'utilisation et les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux modes d'usage en fait, des innovations qui sont lancées. Merci beaucoup Ludivine. Je vais poser un peu la même question à Élodie. Comment à L'Oréal on travaille à rendre désirables des produits qui soient finalement plus durables, et comment notamment le secteur du luxe peut s'engager en matière de sobriété. Il y a un peu comme une sorte d'oxymore, sobriété, luxe, dans l'idée qu'on s'en fait. Comment vous y travaillez ? Alors, je dirais déjà, effectivement, ce sujet de l'innovation. C'est-à-dire que, effectivement, nous, chez L'Oréal, c'est vraiment au cœur de notre modèle. La RI est très puissante chez nous. On a 4000 chercheurs en France. Voilà, nous, rechercher effectivement le produit qui va séduire, qui va être adopté par le plus grand nombre, c'est quand même comme ça qu'on travaille depuis plus de 100 ans maintenant chez L'Oréal. Donc, je dirais l'innovation, elle est effectivement au cœur. Et c'est pour ça que souvent, quand on pose la question, on nous pose la question à nous chez L'Oréal, combien vous mettez sur la transfo durable ? En fait, la réponse, c'est on met tout. Voilà. Tout le budget RI, il est dirigé vers l'éco-conception. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Cette innovation-là et sa durabilité, elle est mesurée en interne. Depuis plus de 15 ans maintenant, on a un outil de mesure d'impact environnemental de tous les produits qui sont pensés, développés dans nos équipes développement, qui s'appelle SPOT, donc Sustainable Product Optimization Tool. Et on ne lance pas chez L'Oréal un produit qui aurait une note SPOT inférieure à la génération précédente. Donc je dirais qu'il y a aussi ce sujet un peu de la mesure pour être sûr qu'on est au bon rythme, etc. Donc l'innovation. Ensuite, il y a nos marques. C'est vrai quand même qu'on n'en parle pas toujours, mais les marques sont des insiders formidables. Quand on est fidèle à une marque, quand on a confiance dans une marque, bah effectivement, c'est aussi par là qu'on va être capable de s'intéresser à cette innovation durable. Et nous, ce n'est pas un hasard si chez L'Oréal, on a lancé nos shampoings solides, par exemple, sur des marques comme Ultradoux ou Dop, qui sont des marques de proximité, qui sont ultra pénétrées en France, qu'on trouve dans tous les supermarchés, hypermarchés de France, qui sont au bon prix et qui sont des marques familiales. Là, on se dit, effectivement, on touche tout de suite des millions de foyers français. Et puis ensuite, je dirais effectivement, et Thomas l'a évoqué, le sujet des nouveaux récits et de la transformation de nos modèles de communication. Donc là, effectivement, aujourd'hui, chez L'Oréal, et je dirais ça fait 2 ans vraiment qu'on voit un changement assez radical de nos métiers du marketing et de la com, où aujourd'hui, effectivement, on essaye de passer un peu de l'ère de la réclame à l'ère de la pédagogie. Donc comment, effectivement, dans nos publicités, on va donner le bon niveau d'information, faire comprendre aux consommateurs qu'en choisissant, par exemple, une recharge de shampoing ou une recharge de parfum, puisque vous évoquiez le luxe, bah, effectivement, on va avoir un réel impact. Aujourd'hui, tous nos grands piliers parfums et toutes nos innovations depuis 3 ans maintenant sont lancées avec des recharges qui sont des packagings très standards, ultra optimisés. On économise environ 50% de verre et 50% de plastique à chaque achat. Ben, on le dit. Maintenant, on le dit dans nos pubs et on le fait même porter par nos égéries, ce qui est une révolution totale chez L'Oréal. On a lancé il y a 1 an notre premier parfum, première innovation depuis qu'on a Prada dans le portefeuille L'Oréal. Et Prada a une égérie qui s'appelle Emma Watson. Donc pour les gens à qui ça dit rien, c'est Hermione dans Harry Potter.
donc qui est une jeune femme d'une puissance absolue sur les réseaux. C'est une grande actrice, mais c'est aussi une grande militante. Eh ben, on a développé un asset, un tuto, avec Emma Watson, qui montre concrètement comment elle recharge le flacon de Prada Paradoxe en utilisant une recharge. C'est aussi effectivement des changements dans nos récits, c'est-à-dire comment on met en avant dans nos pubs des comportements durables. Bah, la maman ultra doux, elle rentre du boulot, elle est à vélo. Voilà, truc aussi simple. On montre aussi des salles de bain plus sobres, effectivement, où il n'y a pas des produits partout. Donc voilà, c'est un peu tous ces tips-là. Et c'est vrai que nous, c'était tellement important pour nous chez L'Oréal qu'on s'est même engagé, on a remis notre contrat climat, nous, en juin dernier, sur la plateforme gouvernementale. On fait partie de peu d'entreprises de FMCG qui l'ont rendu, et je pense qu'on est la seule entreprise de beauté à l'avoir fait, et dans laquelle on a rentré exactement ces 2 grands engagements dont je viens de vous parler. Merci Élodie. Je vais passer la parole à Thomas pour rebondir un peu sur un peu les nouveaux récits et le rôle de la communication. Élodie dit on passe de la réclame à la pédagogie. Comment on fait quand on est une agence qui accompagne la communication des entreprises et qu'on n'a pas forcément Emma Watson sous la main? Alors, rarement. Mais ce que Élodie n'a pas dit, c'est qu'elle a fait un très beau site qui s'appelle Trio en beauté, parce qu'il y a un enjeu, et notamment Citeo connaît ça par cœur, de recyclage des produits ménagers. Et donc, dans la cuisine, on a tous nos 2 poubelles, j'espère 3 poubelles maintenant avec un compost. Mais par contre, la petite poubelle que vous avez achetée chez Ikea à 9,99 là, que vous avez dans la salle de bain, vous arrivez et hop, vous la jetez un peu n'importe où, malheureusement. Et donc, il faut expliquer qu'il faut trier en beauté. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un message qui est porté par toutes les marques. Et dans toutes les publicités, les marques de L'Oréal disent le recyclage est important. Et le jour où ça a été lancé... cet emballage se recycle ou cet emballage se trie, pensez-y. Effectivement, on a rajouté un bandeau sur toutes nos pubs. Et ça crée de la désirabilité, on le sait, puisque les gens qui voient cette publicité sont 8% plus prêts à acheter le produit parce que c'est marqué. Voilà. Et le sujet de la pédagogie, il est essentiel. Donc ça, c'est vraiment une grande règle pour transiter, pour accompagner les clients vers une nouvelle sobriété. Il faut faire de la pédagogie. Moi, je me rappelle d'une campagne où on avait parlé d'économie circulaire chez Suez en 2013, et c'est la première fois que la publicité sur des 4x3 parlait d'économie circulaire. On expliquait par exemple que Airbus et Suez démontent des avions, ils récupèrent les ailes d'avion pour fabriquer des trottinettes. Quand on explique à un enfant que sa trottinette est fabriquée avec un bout d'aile d'avion, il comprend l'économie circulaire, et en plus, il est persuadé qu'il va sauter 2 fois plus haut, évidemment, puisque c'est un bout d'aile d'avion. Pareil, Quechua a fait un carton avec sa Polaire qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps en bouteilles recyclées. Je suis persuadé qu'il y a plus de gens qui ont trié leurs bouteilles dans la bonne poubelle parce qu'ils savaient que 6 mois après, ils allaient peut-être la retrouver. Et les sujets d'économie circulaire, depuis toujours, Citeo fait des super campagnes. Moi, je me rappelle de Monsieur Papillon, mais il y a plein de belles campagnes. Les autres éco-organismes, les sujets d'économie circulaire, c'est fun, quoi. Le réveil qui est devenu un GPS, ou enfin, ça c'est plutôt écosystème qui fait cette pub, c'est fun. Donc, c'est cool, ça embarque. Ça, c'est le premier point. La pédagogie, c'est essentiel. L'avenir est réservé aux marques pédagogues. Celles qui ne le feront pas vont perdre. Je ne vais pas encore parler de Decathlon, mais ils font avec leur club de co-création. Non, mais je pense que toutes les entreprises Ça va, Decathlon, c'est bon. Ouais, ça va. Je suis à fond. Ok, j'arrête. J'ai d'autres exemples sur la pédagogie, mais très en beauté, excellent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parfois, on n'y arrive pas. Et donc, la solution, c'est de ne pas le dire aux consommateurs. Et donc, du coup, on utilise des nudges. Alors, on connaît tous les nudges sur les escaliers versus les escalators ou les ascenseurs. Donc là, ça fonctionne bien. Vous tracez des lignes d'athlétisme qui vont vers les escaliers plutôt que vers les escalators. Ça fonctionne, ça a été fait dans des espaces publics. Il y a pas mal de collectivités qui le font. Le principe des nudges est aussi utilisé petit à petit, un peu tranquillement, sur les produits de grande conso. Donc ça, c'est le deuxième volet, les nudges. C'est pas très franc quand même, parce que et d'ailleurs, il y a certains qui disent, en fait, vous abusez de notre tendance à utiliser, à suivre les nudges, voilà. Et après, évidemment, il y a la publicité, comme tu le disais. Voilà, moi, je crois beaucoup à l'utilisation de la culture populaire, enfin, on va dire de la pop culture en général, pour s'appuyer sur un référentiel. Le problème, c'est qu'en pub, on n'a pas le temps de faire de la pédagogie sur la RSE.
Donc depuis 15 ans, tous ceux qui font de la com RSE, ils font des RP, du digital, des animations, des infographies, des vidéos. La pub télé, il n'y a pas de pédagogie. Donc je pense qu'une des solutions, c'est de s'appuyer sur la pop culture. Est-ce que je parle de Barbie ? Je ne sais pas si je vais vous parler du film Barbie. Voilà, ça peut créer des polémiques. Mais n'empêche que si vous regardez sans vous dire, tiens, est-ce que c'est un mensonge ou pas, il y a un message féministe d'une marque qui est quand même assez intéressant. Il n'y a pas de réaction, ça va, tout va bien. Mais globalement, la pop culture, ça c'est un exemple, mais la publicité a toujours beaucoup utilisé la pop culture. Ça c'est certainement une façon de participer à des nouveaux récits, parce que c'est un référentiel mondial. Demain, si une pub s'appuie sur Don't Look Up ou Avatar, qui sont 2 films documentaires assez engagés, je pense qu'on peut twister, enfin on peut avoir une idée assez intéressante pour raconter une nouvelle histoire et embarquer les gens. Voilà. La publicité n'est pas assez forte, il faut aller chercher ailleurs et copier, s'inspirer d'eux, on va dire, des grands réalisateurs, des artistes, Warhol, etc. Merci Thomas. Peut-être une question à Stéphanie de Citeo. Vous disiez, en fait, les comportements changent, mais finalement, on reste dans le référentiel de la consommation. Comment, en fait, quelle place vous voyez pour la sobriété dans une société qui reste ancrée autour de ce paradigme de la consommation ? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Alors peut-être, je vais me permettre de réagir par rapport à ce que disait Thomas, parce que quand même, effectivement, la communication sur le tri est un bon exemple de la façon dont on installe rapidement un comportement. Alors quand je dis rapidement, je le redis, c'est pas à l'échelle effectivement du temps réglementaire tel qu'aujourd'hui on nous l'impose, mais en tout cas à l'échelle d'une vie sur le tri et le recyclage, on a réussi à l'installer en moins d'une génération. En bout de 10 ans, il y avait déjà cette pratique qui était devenue une norme. Donc le rôle de la communication, de la publicité notamment, c'est effectivement de valoriser de nouveaux comportements, donc de travailler sur les attitudes, sur les normes, de montrer qu'effectivement à chacun, l'entourage, son entourage le fait, et ça crée une dynamique. Pour autant, tout ce qui est très difficile pour les entreprises, et vous l'avez souligné, et notamment Élodie, vous l'avez particulièrement bien indiqué, c'est que la clé, c'est l'éco-conception. C'est vraiment arriver à faire en sorte que les consommateurs aient dans les linéaires une offre qui soit éco-conçue, qui effectivement limite l'impact environnemental, incite à de nouveaux usages. Ça, bien sûr, nécessite un accompagnement en termes de pédagogie, mais c'est vraiment la base pour éviter de tomber dans les choses trappes, des incantations qui finalement pèsent sur les individus. Et c'est là où je veux en arriver, c'est qu'on a vu dans les communications, notamment liées à la crise énergétique, un poids qui pèse sur chacun de nous et qui finalement gomme les aspects sociétaux et les aspects infrastructurels. Donc, pour répondre directement à la question, aujourd'hui, il ne s'agit pas de déconsommation, il s'agit de valoriser une consommation à moindre impact. Une consommation qui correspond à des usages, à des besoins, et qui ne soit pas effectivement stimulatrice d'envie de plus. Ça nécessite pour ça de comprendre précisément les besoins et pas les attentes des consommateurs. Donc c'est pour les entreprises s'intéresser non pas simplement aux shoppers, mais effectivement tous les marketeurs sont en train de faire cette transition, ce qui peut impulser une autre relation au quotidien avec l'objet de consommation. Alors effectivement, on voit qu'il y a un rôle de l'entreprise par rapport à son activité. Je propose qu'on se décentre aussi de l'entreprise qui est notre sujet aujourd'hui et qu'on voit en fait en matière de sobriété. Est-ce que c'est à l'entreprise finalement de changer ses produits, de changer son offre et de faire évoluer en fait les comportements, ou est-ce que c'est aux consommateurs finalement de se prendre en charge et de s'auto-réguler, ou est-ce que finalement il faut de la législation et il faudrait une régulation au niveau européen, au niveau des États, etc. Estelle, est-ce que c'est une question que vous vous posez à SCity? Comment vous voyez les choses? Oui, complètement. Et pour nous, c'est vraiment une combinaison des trois. Puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, forcément, ce changement dans les entreprises aujourd'hui, il est en marche depuis très longtemps. C'est dans nos stratégies RSE d'entreprise.
Il faut qu'on accompagne le consommateur. Stéphanie, vous l'avez très bien dit, c'est un changement de consommation. Bien sûr, on part de produits éco-conçus. Je vous donne un exemple tout simple. Nous, on fabrique des serviettes pour la restauration rapide. Bien sûr que notre serviette, elle est éco-conçue, elle est en fibre recyclée. On met à disposition un distributeur où on dit on a besoin que d'une seule serviette. On l'indique clairement. Après, voilà, comment le consommateur aussi derrière va n'utiliser que ce qu'il a besoin, toute la juste consommation. Là, c'est tout un enjeu. Et bien sûr que le législateur, dans cette dynamique-là, a un énorme rôle à jouer. Et pareil, Stéphanie, vous en avez parlé. Aujourd'hui, le consommateur doit à la fois accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur et doit aussi pouvoir s'inspirer et mettre à plus grande échelle des pratiques qui se font parfois de façon assez confidentielle. Par exemple, pour reprendre l'exemple des serviettes, nous, on a mis en place dans notre branche professionnelle un recyclage des essuie-mains. Donc on va récupérer, par exemple, dans vos entreprises, dans des salons potentiellement comme ici, les essuie-mains, et derrière on va être capable de refabriquer à partir de ces serviettes du papier toilette, des essuie-mains, etc. Donc c'est des initiatives, je pense que partout en France, en Europe, il y a de telles initiatives qu'on peut aussi étendre au niveau des États. Et on voit bien que la réglementation avance. Et la réglementation, on l'a dit, avance très vite. Au niveau européen, on voit le Green Deal, on voit la réglementation qui change aussi en France. Mais par contre, on voit parfois des réglementations qui ne sont pas tout à fait en phase avec le rythme des entreprises. Et on est tous confrontés à des réglementations, par exemple de changement d'emballage, où on nous demande de changer les emballages en 3 mois. C'est des choses malheureusement qu'on veut bien faire, mais en 3 mois, on ne sait pas le faire. Donc en fait, le but est vraiment que l'État, la réglementation nous accompagne et que derrière on puisse arriver à une boucle vertueuse entre les entreprises, le consommateur et le législateur. Thomas, ça va trop vite, pas assez vite, la réglementation pour les entreprises que vous accompagnez? Alors moi, pendant très longtemps, j'ai eu un avis assez arrêté sur l'incapacité des politiques à mettre en place des réglementations contraignantes. Parce que le temps politique n'a pas de lien avec le temps du dérèglement climatique. Pour rappel, si on passe à 2 tonnes en 2024, tous dans le monde, il faut attendre 40 ans avant d'avoir des boucles rétroactives. Donc globalement, les hommes et les femmes politiques, j'allais dire plutôt les hommes, n'ont aucun courage. Et alors, je disais ça pendant très longtemps. Là, ça se bouge quand même pas mal au niveau européen. CSRD, Green Deal, etc. Il y a plus de contraintes. Voilà, mais on a bien vu que les 150 propositions de la CCC n'ont pas été complètement suivies, notamment sur la publicité, où les agences ont dit on va s'autoréguler, vous inquiétez pas, on règle le truc. Voilà, donc la réglementation, j'y crois beaucoup, très peu. C'est bizarre, il faudra analyser ça. Est-ce que mon psy est dans la salle? Non, je ne crois pas. Ma psy, en l'occurrence. Donc, ça, c'est le premier sujet. Ensuite, moi, je crois évidemment beaucoup aux entreprises qui vont anticiper la régulation. C'est-à-dire l'histoire de packaging en 3 mois, évidemment que ce n'est pas possible. Après, il faut essayer d'avoir une vision aussi par rapport à la réglementation. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe chez vous et quel est ce point de régulation qui vous a impacté. Mais il faut anticiper. Il y a une attente forte de décarbonation de la part des consommateurs. Donc, il faut commencer à changer de transport. Pour prendre un autre groupe que ceux que je cite parfois, par exemple, chez Pernod Ricard, les marques Prestige, Martell, Moum, Perrier-Jouët font du transport en bateau vers les États-Unis pour transporter leurs produits. LVMH, Ruinart, a arrêté l'avion complètement depuis pas mal d'années. Voilà. Donc, ils anticipent. J'ai cité un gros mot à ProDurable. C'est qu'il y a une entreprise comme Total Energy qui a arrêté de faire depuis très longtemps la publicité sur le carburant. Donc, derrière la CCC, le gouvernement dit on ne fait plus de publicité sur le carburant. Il s'avère que Pouyanné ne veut jamais voir une campagne de pub qui parle de carburant depuis de nombreuses années. Je pense que ça fait 15 ans qu'on n'avait pas dit un truc positif sur Total Energy à ProDurable. Voilà. Et après, il y a évidemment le consommateur qui doit mettre la pression. Donc il y a ce 10% qui bouge, qui a des attentes.
qui essayent, mais je pense qu'avant tout, c'est les entreprises. Voilà. Et après, pour rejoindre un point sur l'éco-conception qu'évoquait Stéphanie, il y a évidemment les ingénieurs qui vont sauver le monde, mais il y a aussi les communicants. Hein, c'est quand même ce qu'on a dit pas mal. Donc les ingénieurs doivent réduire, inventer. Et quand on discute avec des ingénieurs, c'est marrant, hein, et eux, ils sont persuadés que c'est eux qui vont sauver le monde. Sauf qu'on voit bien, et c'est la thématique de Produrable cette année, que le changement, il est culturel. Donc, bonne nouvelle, les agences commencent à prendre le point. Les médias l'ont pris depuis 1 an ou 2, Radio France, etc. Mais n'empêche, depuis 15 ans qu'on connaît les sujets, ou on va dire même depuis 72, Meadows, etc., les médias ont toujours évité de parler les climats, et c'est encore trop faible. Ça y est, TF1 s'y met, France Télé aussi un petit peu. Et le monde de la culture. Hein, le monde de la culture est à la ramasse, et on aime tous la culture, mais on peut être hyper déçu par le monde de la culture. Voilà. Et pourquoi France Télé, il ne faudrait pas 5 minutes sur les changements de comportement tous les soirs après le JT? Enfin bon, il y a encore une grosse marge de progression. Figure-toi à tel point que nous, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec TF1. C'est quand même un truc de fou, qui a développé effectivement un format court sur la sobriété dans la salle de bain. Et effectivement, on l'a développé malheureusement avec une chaîne privée. Et TF1, en l'occurrence, sur les sujets climat, c'est simple. Celle qui parle le plus, le classement est le même que le classement que le numéro des chaînes, hein, sur le pourcentage de prise de parole sur les sujets développement durable, dérèglement climatique. TF1, France 2, France 3 et M6 à la fin. Voilà. Source, Quota Climat, une association qu'elle est bien. Merci. Vous voyez où ça nous emmène, ce sujet, sur des champs très, très larges. Stéphanie, on était sur le sujet de la régulation. Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que la situation actuelle convient-elle? Comment vous vous positionnez de votre point de vue un peu différent? Oui, ça va assez vite. Sans faire de private joke, on a effectivement une multiplication de la contrainte réglementaire qui effectivement impose aux entreprises de changer très très rapidement, quelquefois trop rapidement pour que ça soit efficace. Voilà. La difficulté aussi n'est pas que du côté des entreprises. On parlait du rôle des agences. On voit bien sur le sujet de la communication que la réglementation, elle a évolué là sur les 5 dernières années de manière incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu des interdictions tellement multiples, mais aussi quelquefois un cadre qui était posé, qui était un peu flou, que ça a mis effectivement les acteurs de la communication et du marketing extrêmement démunis sur « Ok, mais qu'est-ce que je peux dire à mon consommateur ?» Je rejoins ce que effectivement, Thomas signalait. Il y a une volonté des communicants de faire évoluer leurs pratiques. Mais nous, ce qu'on constate, en tout cas sur les sujets relatifs à l'emballage, c'est qu'ils sont bien démunis parce qu'il y a ce que la loi dit, il y a l'esprit de la loi, et il y a l'utilité qui est visée. Et après, comment on fait pour effectivement inciter des consommateurs à quand même choisir des produits éco-conçus, en sachant que ces sujets d'éco-conception sont extrêmement techniques et que toute l'innovation des ingénieurs, en fait, peut totalement tomber à plat. C'est bien aujourd'hui la difficulté pour nous d'arriver à orienter le choix des consommateurs vers les produits éco-conçus en ayant un discours qui ne soit pas greenwashing, en ayant un espace d'expression qui est extrêmement contraint. Quand on voit la place sur l'emballage, quand on voit aujourd'hui les outils de merchandising, ils ne sont pas non plus multiples et variés, et en sachant que le consommateur passe peut-être 5 secondes dans un rayon parce qu'il va choisir le produit qu'il achète d'habitude et qu'il ne va pas repenser le choix de son produit à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment l'équation éco-conception, communication, et pour le rythme de la régulation, finalement, les pratiques de consommateurs, on parle aussi des pratiques professionnelles qui doivent bouger très rapidement. Comment effectivement, nous, Citeo, on est très impliqués sur tout ce qui est communication et marketing responsable pour accompagner les entreprises, mais accompagner aussi les agences, accompagner également les influenceurs, parce qu'on a parlé effectivement du rôle des agences et de la communication dite classique, mais il y a toute une communication qui aujourd'hui est faite par des individus qui ne sont pas forcément d'ailleurs en affiliation ou en contrat avec les marques, et qui promeuvent de nouveaux usages, de nouveaux comportements, pensant quelquefois bien faire, et diffusant une parole qui n'est pas tout à fait, je dirais, qui ne sert pas à l'objectif, en tout cas, de sobriété. Donc nous, Citeo, on est convaincus que finalement, pour cette sobriété, accompagner les entreprises, accompagner effectivement aussi tous les acteurs de ces nouveaux récits, y compris
les influenceurs, c'est essentiel pour tenir le rythme d'une régulation qui est quand même, là, est intense. Merci, merci Stéphanie. Du coup, on a parlé régulation, on a parlé du rôle de la communication. Si on continue à se décentrer, j'avais envie de vous poser à Ludivine et Stéphanie la question du collectif. En fait, comment on fait en fait de la sobriété un projet partagé, un sujet de dialogue dans l'entreprise? Alors c'est drôle parce que vous avez dit un sujet de dialogue dans l'entreprise et donc du coup je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment une approche systémique à avoir pour que ce soit efficace et pour que la sobriété soit désirable. Et donc à commencer par les collaborateurs internes. Donc le dialogue il doit être aussi en interne au sein d'une entreprise et on sait à quel point il est parfois difficile de bouger les lignes en interne. Les directeurs et les directrices RSE vous en parleront volontiers. Il y a le discours avec les autres parties prenantes, le discours de la co-construction même avec les autres parties prenantes. Et donc on en a parlé tout à l'heure, je rajouterai peut-être juste un point, c'est dialoguer avec ses concurrents. Dialoguer avec ses concurrents, ça peut être aussi très vertueux. Alors il faut avoir de l'audace, mais on a des exemples d'entreprises qui... Ça se fait énormément. Enfin, je suis désolée, pardon, je vous coupe, mais franchement, nous, on bosse avec énormément de consortiums de notre filière cosmétique, mais aussi d'autres industries. Et effectivement, en matière de transfo durable, moi, je suis complètement d'accord avec vous, c'est juste indispensable de travailler comme ça d'un point de vue collectif, parce que ça nécessite des capitaux monstrueux et qu'il faut absolument qu'on soit nombreux sur le coup, sachant qu'on partage quand même globalement les mêmes enjeux. Les mêmes contraintes et les mêmes... Exactement. Donc voilà, c'est un exemple de collectif en fait à créer et de réflexe. Voilà. Et puis peut-être pour revenir même au consommateur lui-même, moi j'ai vu un chiffre qui m'a un petit peu interpellée, c'est qu'en réalité les Français ils sont prêts aussi à ça. J'ai vu que voilà 2/3 des Français se disent, alors les Français sont particulièrement aguerris, enfin ils sont pas dupes, se disent prêts à modifier, à changer de mode de vie. Donc c'est aussi porteur d'espoir, changer de mode de vie, si tant est que le projet soit partagé, qu'il soit juste et qu'il soit partagé. D'où l'intérêt et la nécessité d'avoir un projet collectif autour de la sobriété. Merci, merci Ludivine. Stéphanie, comment votre organisation est une organisation collective, comment on fait collectif autour de ce sujet-là? Citeo est quand même un modèle très particulier puisqu'on a été créé par les entreprises, mais on travaille en lien étroit avec les collectivités, avec les élus, avec les associations. En fait, notre modèle, c'est quand même celui de la co-construction et de la concertation par essence. Et effectivement, je rejoins ce que disait Élodie. À la base de Citeo, pour mettre en place le tri et le recyclage il y a 30 ans, les entreprises de la grande consommation et les distributeurs ont fait fi de leur situation de concurrence. Ils ont mutualisé leurs ressources, leurs moyens pour développer effectivement des pistes d'éco-conception, pour financer des infrastructures, et tout ça dans une logique de partenariat public-privé avec les collectivités, incluant bien évidemment à la fois les services techniques, les élus et du coup tous les acteurs des territoires, y compris les associations. Alors on est entreprise à mission, j'ai presque envie de dire en fait on a été une entreprise à mission avant l'heure comme tous les autres éco-organismes, puisque nous sommes agréés par l'État, que la co-construction et la concertation sont au cœur de notre modèle. Qu'est-ce que ça a changé de devenir entreprise à mission et qu'est-ce que ça peut changer pour toutes les entreprises qui se dirigent dans cette voie? C'est que l'exigence, entre guillemets, par rapport justement à la concertation, elle est beaucoup plus élevée, elle est surveillée, elle est encadrée. Alors, pour une entreprise agréée, c'est déjà le cas, mais pour des entreprises qui sont dans le secteur plus classique, ça peut être un véritable changement. Et c'est la seule manière, la sobriété désirable, en fait, n'est pas le fait des entreprises, elle est celle aussi de tous les acteurs économiques, y compris les acteurs publics. Merci Aloïs. Il nous reste 3 minutes. Vous voudrez avoir le temps de prendre quelques questions de la salle, et je vois qu'il y a nombreuses mains qui se lèvent. Thomas, je te laisse passer le micro. Bonjour. La question que je me pose depuis tout à l'heure, donc on voit plein d'initiatives, on voit plein de choses, on entend beaucoup parler d'éco-conception dans vos propos. La question de fond que je me pose, c'est est-ce que finalement on va assez loin dans tout ça? Et est-ce qu'il y a une vraie compatibilité entre les objectifs de réduction d'émissions de carbone, notamment qu'on a, où on doit diviser quand même nos émissions par 5 en France,
Est-ce que cette notion du coup de sobriété qui va devoir s'imposer un peu à nous, malheureusement, et nos modes de consommation tels qu'ils sont aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compatibilité possible? Est-ce qu'on va réellement assez loin? Et est-ce que cette sobriété ne doit pas aller au-delà d'une simple réflexion et de substitution et d'une autre manière de faire, mais de vraiment repenser complètement notre rapport à la consommation? À qui adressez-vous la question? Écoutez, à tout le monde, parce que je pense que ça nous touche tous. Alors, je suis désolée, pas à quelqu'un en particulier. C'est peut-être plus une réflexion que je lance et je ne pense pas qu'on ait la réponse aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut aller très loin dans nos réflexions globales. On prend tout de suite la deuxième question. Ouais, non, mais peut-être juste, je vous rejoins complètement et je pense que c'est une question que je me pose tous les jours. Effectivement, est-ce qu'on va assez vite, est-ce qu'on va assez loin? Probablement pas, honnêtement. Après, ce qui est certain, c'est que là où moi, je me sens quand même un peu, en tout cas, intègre et sincère dans la démarche, c'est qu'effectivement, en fait, toute l'entreprise est mobilisée pour transformer notre modèle, parce que pour nous, c'est une question de survie, en fait. Et que nous, le modèle de L'Oréal, on y croit beaucoup. Et on pense que la beauté apporte beaucoup de choses au monde, en fait. Pas seulement des produits de première nécessité, mais tout le rapport à l'estime de soi, la créativité, une certaine connexion au monde de l'art. La beauté aussi, nous, on l'expérimente beaucoup chez L'Oréal et on en a beaucoup parlé ces 10 derniers jours, mais du point de vue de la solidarité, de la lutte contre la précarité, les produits d'hygiène, les produits de beauté ont un rôle très important à jouer. Donc tout ça pour vous dire que nous, on croit tellement dans la pérennité de notre modèle qu'effectivement, on met toutes les forces vives, toutes les intelligences et tous les capitaux en fait, qu'on a. Après, vous avez raison, là, on est un peu au pied du mur parce qu'il va falloir qu'on accélère là. Et effectivement, nous, chez L'Oréal, on a retravaillé notre trajectoire SBTI pour aller chercher le net zéro. On est en train de voir combien ça va coûter à l'entreprise, en fait, de se mettre à ce niveau d'exigence. Et c'est des décisions qui, effectivement, seront peut-être pas faciles à prendre parce que peut-être qu'effectivement, il y a des pans de l'activité qu'il faudra arrêter. Peut-être, voilà. On en est là aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai pas de réponse, effectivement, à vous donner. Mais c'est vrai que c'est vraiment des réflexions dans lesquelles on est de manière très sérieuse et très sincère. Ça rejoint un petit peu cette question-là, mais du coup, en effet, moi, je pense que quand j'ai vu le titre de la conférence, je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à parler de... Moi, j'ai grandi dans les années 90, où la norme, c'était pour se laver les cheveux, il fallait un shampoing, un après-shampoing, un masque. La norme pour la routine de peau, c'est de la crème, du sérum, un autre masque, un gommage, etc. C'est pas la norme, hein. C'est quand même ce qui était... C'est pas la norme. C'est pas la norme, mais c'est quand même ce qui était très la désirabilité poussé, de la beauté. avec une multitude de produits. Je me suis rendu compte quand j'ai questionné ma consommation qu'en fait, je n'avais pas du tout besoin de tout ça et que ça ne faisait pas plus de bien à ma peau de mettre 5 produits que d'en mettre un. Et donc, du coup, là, la sobriété, on est quand même on réduit le nombre de produits. On arrête peut-être de nous faire croire, pareil, qu'on a besoin de 3 produits pour le corps, etc. Parce que j'ai travaillé dans le marketing et on sait quand même que c'est beaucoup, beaucoup de marketing avant de se concentrer d'abord sur le vrai besoin du consommateur. On parlait de besoin tout à l'heure et pas des attentes, le vrai besoin. Et donc, est-ce que c'est possible d'envisager, de voir, de parler de ça dans des publicités, dans de la communication? On a, comme Patagonia, n'achetez pas cette nouvelle veste, arrêtez d'utiliser 10 produits, mais il y en a un seul qui... Et là, on réduira beaucoup d'efforts sur le nombre d'emballages, la décarbonation, etc. Donc voilà. Alors, je pense que sur l'exemple précis que vous avez donné, je pense qu'on ne va pas être d'accord, parce que le but de L'Oréal, c'est pas de vendre des produits inutiles. Et ça, je ne peux pas vous le prouver, mais c'est notre conviction. Ah bah ouais, non mais voilà, typiquement, voilà, on ne va pas être d'accord là-dessus. En revanche, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans un temps 1, qui est de dire comment j'éco-conçois mon portefeuille. Et donc, vous parliez, par exemple, de ce qu'on appelle la routine capillaire. J'utilise un shampoing, un soin ou un démêlant, etc. Donc là, effectivement, c'est comment, nous, L'Oréal, on innove en disant comment on va pouvoir proposer des shampoings qu'on appelle chez nous hautement rinçables, donc ils vont avoir besoin de moins d'eau et probablement, et toutes choses étant égales par ailleurs, moins d'énergie pour chauffer l'eau, pour aller chercher de la sobriété. Ils existent déjà sur le marché, c'est nos générations de shampoings solides, mais il y en a d'autres qui arrivent. Aussi, pour transformer cette routine, on a développé ce qu'on appelle des soins sans rinçage. Donc effectivement, maintenant, on propose des démêlants sans rinçage. Donc là, on zappe complètement une étape sous la douche.
Ce qui permet quand même aux consommatrices, alors j'ai bien compris que vous, ce n'était pas votre cas, mais des femmes qui ont vraiment besoin de prendre soin de leur chevelure, pour qui c'est un plaisir, etc., vont pouvoir quand même continuer à utiliser cette routine, mais de manière plus sobre. Donc là, je vous donne des exemples très concrets de, effectivement, comment on transforme et on essaye de réduire l'impact, justement, de ce que c'est qu'une routine beauté. Après, peut-être que vous avez raison, il y aura peut-être un temps 2, et probablement plus vite qu'on ne le pense, où tout ce qu'on est en train de travailler sur l'éco-conception et la circularité de tout ce qu'on propose va effectivement porter des fruits très concrets. Et où nous, c'est ce en quoi on travaille. Demain, dans une salle de bain, des produits L'Oréal auront quasiment plus d'impact sur la planète, parce qu'on va être sur des formules extrêmement naturelles, sur des packaging biodégradables, etc. Donc c'est ça, nous, qu'on va chercher, en fait. Nous effectivement, vous ne pouvez pas demander à un modèle comme L'Oréal de se dire, non, la beauté, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est là où on n'est pas d'accord. Alors, voilà, exactement. Je vais laisser juste Stéphanie répondre et on va s'en tenir là. Et je vous propose qu'on prolonge l'échange en marge de cette salle pour laisser la salle aux autres intervenants qui Pour rebondir sur ce que dit Elodie et pour apporter aussi un élément de réponse, nous, chez Citeo, on travaille sur les comportements. On travaille beaucoup à comprendre comment se structurent les attitudes et les normes. Et en fait, il y a un point qui est extrêmement important et que je veux adresser ici à vous toutes et tous qui nous écoutez. Nous, je pense que réunis à ProDurable, on est convaincus, on est déjà dans une transition, on est déjà dans une réflexion. Quand on regarde la majorité des Français, ce n'est pas le cas. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire en termes d'engagement consommateur, et je vous le dis là pour votre vie quotidienne aussi, c'est que lorsque vous vous opposez voilà ce que vous pensez être effectivement les bonnes pratiques à des consommateurs qui ne sont pas encore prêts, vous allez générer de la réactance, vous allez générer du rejet. Et je pense qu'effectivement, notre rôle, c'est d'accompagner les consommateurs dans cette transition. Alors, en faisant évoluer les choses peut-être pas assez rapidement par rapport aux exigences, mais je dirais que ça bouge quand même. Mais par contre, il ne faut pas prendre les individus là où ils sont en essayant de les tracter, parce que l'objectif, c'est une sobriété désirable et pas une sobriété sous la contrainte. Donc l'éco-conception, je sais pas je suis communicante à la base, hein, donc je ne prends pas le parti des ingénieurs, mais c'est développer une offre qui, comme Elodie, effectivement, vous avez donné cet exemple des après-shampoings et des soins sans rassage, vont quand même permettre à certaines personnes de questionner leurs pratiques et peut-être après, effectivement, d'agir différemment. Mais moi, mon point, c'est la radicalité aujourd'hui, ce qu'elle crée pour une grosse partie des consommateurs. Il y a 40% des consommateurs qui sont très attachés au modèle de consommation qu'on a développé au tournant des années 50 et qui a été la norme dans les années 80. Et en fait, ils ont l'impression qu'on leur dit la fête est finie et qu'ils n'ont même pas réussi en fait, à passer le cap de justement ce plaisir, ce confort. Il faut les embarquer aussi. Et pour les embarquer, effectivement, il va falloir y aller par étapes. Ça ne veut pas dire abandonner les combats. Ça veut dire les timer progressivement. Il me reste à vous remercier tous et 1 heure, ça ne suffit pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous propose qu'on puisse prolonger l'échange un peu à l'écart pour laisser la place au suivant. Merci à tous.